Que se passe-t-il précisément, Madame l'ambassadrice? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous pensez que votre pays, l'Arménie, est le prochain objectif de l'Azerbaïdjan? Parce que ce qu'on entend, c'est que vos militaires, ce qu'ils redoutent, c'est une invasion. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est évident, c'est clair, c'est une épuration ethnique qui se passe sous nos yeux face à dans cette impuissance internationale de la communauté internationale. Il se passe en temps réel et les images sont parlant eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui disparaît, c'est une république du Haut-Karabakh, même s'il n'était pas reconnu par la communauté internationale, c'est une république démocratique avec son fonctionnement démocratique qui disparaît. C'est un peuple qui est effacé. Et on va en parler évidemment, mais sur la suite et ce risque d'invasion, vous y croyez, vous? Est-ce que vous pensez que l'Arménie est le prochain objectif de Bakou? Est-ce que c'est plausible? Vous savez, le président de l'Azerbaïdjan avait déclaré il y a quelques années déjà que son objectif stratégique est de prendre Yerevan. Et je voudrais rappeler que Yerevan, c'est la capitale de l'Arménie. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer les propos des autocrates, parce que c'est tellement outrageux que ça nous paraît improbable. Et donc on se dit, finalement, ça ne peut pas être vrai. Mais je pense que c'est aussi une tactique qu'il réussit. À partir du moment où c'est déjà déclaré, c'est déjà énoncé, on intègre déjà un peu cette hypothèse, même si on rejette, mais on intègre déjà que c'est quelque chose qui pourrait être arrivé. Et puis, il passe à l'acte. Et je pense que l'Azerbaïdjan a été extrêmement méthodique. Et à chaque fois, il y a des objectifs qu'il avait dit, qui nous avaient choqués, qui étaient outrageux, qui étaient monstrueux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Karabakh... Donc ces mouvements dont parle notre envoyé spécial à la frontière, ces mouvements étranges qu'observent les militaires arméniens avec beaucoup d'appréhension, ça pourrait vouloir dire que c'est imminent selon vous? Vous savez, je me pose la question, qu'est-ce qui arrêterait aujourd'hui l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce qui arrêterait Aliyev? Il se sent tellement fort par cette impunité, parce que je souhaite rappeler qu'il a déclenché plusieurs guerres d'agression contre le Haut-Karabakh, que le président de la République française, dès le départ, avait dénoncé et avait qualifié comme des guerres d'agression qui n'avaient pas de justification. Mais depuis, Aliyev n'a jamais payé un prix. Ni un prix diplomatique, ni un prix économique, ni un prix politique. Donc, je me demande pourquoi Aliyev n'attaquerait pas l'Arménie. Je sais même prononcer ces mots, c'est difficile, mais qui est-ce qui retiendrait? Donc, je pense aujourd'hui, cette hypothèse, cette menace, elle est réelle. Il y a des accumulations des forces azéries à la frontière de l'Arménie. Le président de la République française, il y a quelques jours, avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le président de l'Azerbaïdjan. Il avait exprimé sa vive préoccupation. Il avait certainement dit que c'était inadmissible. Et le président de la République avait dit aussi publiquement, il avait déclaré qu'il est très préoccupé par l'accumulation des forces azéries à la fois sur la frontière de l'Arménie, mais à proximité du Haut-Karabakh. Donc la suite, on la connaît. Alors justement, Madame l'ambassadrice, que demandez-vous ce soir pour empêcher justement une nouvelle invasion de l'Arménie ou tout simplement l'occupation de certaines parties de l'Arménie? Est-ce que vous réclamez des sanctions européennes contre l'Azerbaïdjan? Et sur le plan humanitaire, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la France et à l'Europe pour venir en aide aux réfugiés qui ont quitté, contraints et forcés, le Haut-Karabakh? Vous savez, je pense que la première chose pour la communauté internationale, c'est de ne pas accepter une réalité, un fait accompli, qui est le résultat d'une utilisation, d'un recours à la force. Parce que ça serait un signal extrêmement négatif, que c'est la loi du plus fort, de plus grand nombre, de plus riche, qui remporte sur le droit des peuples à l'existence. Alors la France condamne aujourd'hui, mais est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous demandez aux Européens en particulier de prendre des sanctions, comme on l'a fait contre la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine? Est-ce qu'il faut des sanctions contre l'Azerbaïdjan? Bien sûr, il faut des sanctions. Il faut des sanctions politiques, il faut des sanctions économiques, il faut des sanctions diplomatiques. Quel type de sanctions? Vous savez, il faut mettre à l'impunité, il faut mettre fin au sentiment d'impunité. Autrement, on ne pourra pas arrêter les autocrates. Les sanctions peuvent être à la fois économiques, et je pense que l'histoire récente nous montre les sanctions qui peuvent être appliquées. L'Azerbaïdjan continue à rester membre à part entière du Conseil de l'Europe, et je souhaiterais rappeler que cette organisation, le Conseil de l'Europe, a la vocation de promouvoir la démocratie, la prééminence du droit. Or, l'Azerbaïdjan, au-delà de ce qui se passe, de ce qu'il fait contre l'Arménie, c'est aussi un pays qu'on pourrait
qu'on ne pourrait pas qualifier comme démocratique, et je pense que là, je dis un euphémisme. C'est un État qui clôture tous les classements internationaux en matière de la liberté d'expression, des libertés démocratiques. C'est un pays où le pouvoir est héréditaire, et je pense que c'est le seul qui est quand même, je ne pense pas, je suis sûre, donc c'est le seul État. Mais est-ce qu'il faut des sanctions sur le gaz, par exemple, sur les exportations de gaz? Est-ce qu'il faut mettre fin à ce contrat? Alors là, ça va au-delà de la France, puisque c'est l'Union européenne, la Commission européenne, qui a donc conclu ce contrat sur le gaz avec Bakou. C'était en juillet 2022. On va voir d'ailleurs les images d'Ursula von der Leyen qui, toute souriante, serre la main du président d'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il faut rompre ce contrat alors que l'Europe a vocation à devenir le premier client de l'Azerbaïdjan dans ce domaine? Vous savez, le peuple arménien n'arrive pas à comprendre, ni en Arménie, ni dans la diaspora, qu'on peut appeler un partenaire fiable un pays quelques mois après la guerre d'invasion, la guerre d'agression qu'il avait déclenchée contre le Haut-Karabakh en 2020. Le peuple arménien a du mal à comprendre qu'on peut sanctionner d'autres pays qui sont passés à l'agression, et on sait très bien aussi, et donner au contraire un prix à l'Azerbaïdjan qui vend le gaz. Quand vous voyez ces images, Madame l'ambassadrice, d'Ursula von der Leyen, qu'est-ce que ça vous fait? Elle a choisi son camp ce jour-là. Vous avez mal quand vous voyez ces images? Vous savez, j'ai très mal en tant que quelqu'un qui est très attaché aux valeurs, qui est très attaché aux valeurs européennes, qui croit à l'Europe, qui croit en la force de la communauté internationale, qui croit peut-être naïvement que les principes, les valeurs sont à la base de l'Union européenne, de l'Europe, de la civilisation européenne. Ça me fait mal. Donc vous demandez à ce que ce contrat soit rompu? Je pense que, en tout cas, que le contrat soit rompu, que les Européennes ne paient plus un prix à l'Azerbaïdjan, ne récompensent pas l'Azerbaïdjan à travers des contrats gaziers avantageux, ça pourrait être l'un des moyens pour stopper l'Azerbaïdjan. En tout cas, on voit très bien que ce type de sanctions sont utilisées dans d'autres circonstances. Donc je pense qu'il y aurait une certaine cohérence à le faire. La chef de la diplomatie française, on l'a appris ce dimanche, va se rendre en Arménie ce mardi. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux et elle poste aussi une vidéo dans laquelle elle fait ses déclarations. Elle dit que toutes les réunions du Conseil de sécurité se sont tenues à l'initiative de la France. Elle dit aussi qu'aucun autre pays que la France n'aide davantage l'Arménie. Ça, c'est donc 2 jours avant de se rendre sur place. Est-ce que vous pensez, alors qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui en soutien aux Arméniens, notamment à Marseille, mais aussi à Bruxelles, ça c'est plus à l'échelle européenne, est-ce que vous pensez que la France est au rendez-vous, que la France est à la hauteur, comme le dit la chef de la diplomatie française? La ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, a raison de dire qu'il y a autre pays qui fait autant pour l'Arménie, pour soutenir l'Arménie. J'ajouterai aussi, il n'y a pas un autre pays au monde, certainement, qui est aussi conscient des intérêts de l'Arménie et de la sensibilité, qui a cette sensibilité, qui a cet attachement à la justice, qui a cet attachement aux valeurs quand il s'agit aussi de l'Arménie. Bien sûr, nos 2 pays partagent aussi une histoire millénaire fondée sur des valeurs communes, aussi sur des profondes affinités. Et il est vrai aussi que la France et l'Arménie, conjointement, ont demandé à 3 reprises une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc l'Arménie est infiniment reconnaissante à la France de son soutien, de sa présence à ses côtés, des propos aussi forts qui sont tenus par la ministre des Affaires étrangères. Seulement aujourd'hui, comme la situation elle est critique, on souhaite ardemment que les efforts de la France pour sensibiliser à la fois l'Europe, les partenaires européens, mais aussi les partenaires au sein des Nations Unies, au sein notamment au Conseil de sécurité, aboutissent et qu'on puisse mettre fin à cette situation, on puisse mettre des mots à ce qui se passe, parce que je pense que c'est extrêmement important. Il faut qualifier ce qui se passe. La ministre des Affaires étrangères a parlé de crimes graves. Je pense qu'il faut que cette qualification soit partagée. Il faut, et surtout, je pense qu'il faut pas accepter. Vous dites qu'il faut, en substance, qu'il faut passer aux actes, que les mots sont là, mais qu'il faut passer aux actes. Est-ce que, par exemple, la France doit exclure l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France? On l'entendra dans un instant, elle était sur ce plateau hier soir. Est-ce qu'il faut l'expulser, pardon? Je ne me permettrai pas de me prononcer sur ce sujet-là. Je pense que qu'il faut des mesures beaucoup plus fortes. Il faut que, aujourd'hui, cette situation, cette épuration ethnique qui se passe sous nos yeux en temps réel,
ne soit pas accepté. Il faut que la population du Haut-Karabakh, qui a été forcée de l'exil, puisse avoir le droit et la possibilité de retour. Pour ça, il faut une protection internationale. On peut, parce que... Alors, justement, est-ce que vous demandez l'envoi d'une force internationale dans le Haut-Karabakh? Il y a une mission des Nations Unies qui vient d'arriver dans le Haut-Karabakh. On va voir quel est son rapport. D'abord, combien d'Arméniens restent dans le Haut-Karabakh et qu'est-ce que vous demandez aux Nations Unies pour que la situation soit clarifiée et qu'on empêche cette épuration ethnique qui va se poursuivre probablement? Vous savez, oui, bien sûr, l'Arménie souhaiterait qu'il y ait une force d'interposition internationale, qu'il y ait des casques bleus. On sait très bien que quand même plusieurs conflits, plusieurs crimes contre l'humanité, plusieurs risques de menaces de génocide ont été pu empêcher ou prévenus grâce à une intervention des forces internationales. Donc, et je pense que avoir des forces d'interposition dans le Haut-Karabakh, assurer cette protection, mettrait en place les garanties de sécurité qui assureraient le retour de sa population. Aujourd'hui, vous avez raison de dire, il y a une première mission des Nations Unies qui se rendra sur place, qui s'est, je crois, déjà rendue sur place. Vous savez, ça fait au moins 10 mois que le Haut-Karabakh vit dans un blocus total, où il y a la famine qui s'installe, où les spécialistes du génocide, qui ont une notoriété internationale, alertaient déjà il y a quelques semaines, quelques mois, d'un génocide en cours. Je parle notamment de M. Luis Moreno Ocampo, qui est le premier procureur de la Cour pénale internationale, ou alors M. Juan Méndez, qui a été le premier conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière de prévention du génocide. Donc je veux dire, ce sont des personnes qui ont à la fois l'expérience, qui ont aussi cette notoriété, cette légitimité de parler en s'appuyant sur la convention, sur la convention de la prévention. En l'occurrence, ils y sont ce week-end. Cette force des Nations Unies, elle y est. Ça fait 30 ans que les Nations Unies n'étaient pas allées. Ça fait 30 ans qu'ils n'étaient pas allés là. Mais il n'y a plus personne dans le Haut-Karabakh. Justement, vous savez, si j'étais pas un diplomate, j'aurais qualifié peut-être ça de l'ironie. Quand pendant 30 ans... C'est là où vous vouliez en venir. Pendant 30 ans, il n'y a pas de mission des Nations Unies, quand cette population avait besoin à ne pas rester une zone grise, quand elle avait besoin d'être connue, reconnue, quand elle avait besoin de pouvoir que sa voix soit audible. Pendant 10 mois, les derniers 10 mois, quand le Haut-Karabakh était dans le blocus le plus complet, quand la Cour internationale de justice, que je souhaiterais rappeler, est la plus haute juridiction des Nations Unies, avait dans son ordonnance du 22 février, qui avait une force juridique contraignante, obligatoire, demandé à l'Azerbaïdjan le rétablissement de la libre circulation à travers le corridor de la Chine, donc l'unique route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, et d'ailleurs en précisant dans les deux sens, pas seulement pour le départ, mais aussi pour le retour. Ce que vous dites, c'est que tout le monde s'est réveillé beaucoup trop tard. Est-ce que les Nations Unies arrivent trop tard? Bien sûr, arrive. En fait, vous savez, je pense que c'est tellement évident. Quand on voit une population tout entière qui a pris le chemin de l'exil forcé, quand il fuit le risque de génocide, l'extermination, quand on voit un pays détruit, un pays effacé, une terre qui est entièrement privée de sa population. Et je souhaite rappeler que cette population y vit depuis 3 millénaires, qui a bâti une civilisation, où il était attaché à chaque parcelle de ces terres, qui est resté attaché à ces montagnes malgré tout ce qui s'est passé, malgré plusieurs guerres, la famine, les bombardements, les crimes de guerre qui avaient accompagné aussi la guerre de 2020, de 44 jours, imposée par l'Azerbaïdjan. Une population qui a fait face aussi à un blocus et qui aujourd'hui, collectivement, prend le chemin de l'exil. Est-ce qu'on peut dire il reste d'Arméniens dans le Haut-Karabakh? Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire, face à ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale n'a pas échoué? Est-ce qu'on peut ne pas... je pense qu'il s'agit d'un échec collectif. Aujourd'hui, il ne reste qu'entre quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui restent, mais la quasi-totalité de la population n'y est plus. Donc, Alors justement, la priorité aujourd'hui, c'est l'aide à ces populations qui ont tout perdu, qui ont tout quitté. Qu'est-ce que vous demandez à la France et Catherine Colonna qui va venir mardi et aux Européens? Quelle aide peut apporter l'Europe pour soutenir ces populations qui sont dans un désarroi total? Vous savez, je pense que l'aide humanitaire, c'est important. Je dirais, c'est très important. Mais en même temps, il ne faut pas tourner la page. Il faut qualifier le crime. Il faut, encore une fois, ne pas montrer qu'on accepte, qu'on admet un fait accompli, qui est la suite d'un recours à la force. Parce que
c'est une violation du droit international, c'est une violation des chartes des Nations Unies. Et encore une fois, ça nourrit le sentiment d'impunité. Ça renforce les tyrans, ça renforce les autocrates et ça ouvre le chemin à d'autres agressions. Mais aujourd'hui, il y a quand même une urgence humanitaire. Il y a une urgence humanitaire, mais madame, vous avez, dès le début de votre émission, vous aviez dit aussi que l'Arménie aujourd'hui, le territoire souverain de la République d'Arménie, est aussi menacé. Donc je pense que si aujourd'hui on ne donne pas, on n'arrête pas les autocrates, si on n'arrête pas l'impunité, si on ne sanctionne pas, demain on parlera aussi comment aider à apporter de l'aide humanitaire à la population arménienne qui vit dans le territoire souverain de l'Arménie. Je voudrais qu'on écoute, parce qu'il y a quand même des pourparlers qui sont censés avoir lieu la semaine prochaine aussi avec les autorités arménienne et de l'Azerbaïdjan. On va écouter ce que disait hier l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan donc en France, ce qu'elle attend, elle, de ce dialogue qui va tenter d'avoir lieu la semaine prochaine. Écoutez-la et je vous fais réagir juste après. Je vous dis et je vous répète, l'Azerbaïdjan s'émeut de la situation dans le Haut-Karabakh. Est pour la paix. La meilleure garantie pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, c'est la signature de traité de paix. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, signer le traité de paix. Mais pour cela, on a besoin de deux. Pour vous, il est trop tard pour la paix ? Il n'est jamais trop tard pour la paix, parce que de toute façon, après tous les conflits, on s'assoit autour d'une table de négociation. Mais je pense que ces propos que je ne voudrais pas commenter, quand on dit la seule manière pour l'Arménie de préserver son intégrité territoriale, et on énumère des conditions, on ne peut pas ne pas penser qu'il s'agit d'une menace déjà violée. Une menace à peine voilée. Donc je pense qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, les autorités arméniennes ne parlent que de la paix. Ils ont fait des efforts colossaux pour parvenir à la paix. Mais malheureusement, tous les efforts, la main tendue de l'Arménie n'a jamais été serrée par l'Azerbaïdjan. Comment on peut parler de la paix quand on anéantit toute une terre avec sa population, quand on force au départ à plus de 100 000 personnes? Je pense qu'aujourd'hui, il faut... Et c'est pour ça aussi, qualifier le crime est extrêmement important. Comment vous le qualifieriez? Mettre des mots. Comment vous le qualifieriez? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, je ne parle pas comme les spécialistes des historiens qui parlent du génocide en cours. Je dis au moins aujourd'hui, il y a une épuration ethnique. Cette terre, elle est vidée de sa population. Et si vous me permettez, je citerai aussi Vincent Duclerc, qui est aussi spécialiste des génocides, qui, dans une tribune publiée il y a quelques jours dans Le Monde, affirmait que ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh, c'est la continuité de ce qui s'est passé en 1915, que c'est la destruction, c'est l'entreprise délibérée de la destruction d'une terre arménienne et de l'extermination d'une population arménienne, que l'objectif, c'est aussi d'affaiblir les capacités morales, de détruire les capacités morales d'un peuple qui est composé des rescapés du génocide. Et je ne peux pas ne pas penser que si le crime de 1915 n'était pas resté impuni, il n'y aurait pas d'autres massacres et qui ont conduit aujourd'hui. Vous savez, en 1988, Andrei Sakharov, qui est le prix Nobel de la paix, disait... Si avant Songhaït, c'est la première ville azérie qui avait connu des massacres contre les Arméniennes. C'est la première d'une très longue série après, mais c'était la première. Et Andrei Sakharov disait, vous savez, si avant Songhaït, on pourrait encore prétendre que la question du Haut-Karabakh pourrait être réglée au sein de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, après Songhaït, personne n'aurait le droit de le revendiquer. Après Songhaït, il y a eu Bakou, il y a eu Marara, il y a eu Ganja, etc., etc. Il y a eu la guerre d'agression de 2020. Il y a cette épuration ethnique. Après tout ça, est-ce qu'on peut... Mais du coup, si on vous entend, on se dit qu'il n'y a plus de dialogue possible. C'est pour parler de la semaine prochaine, ça ne sert à rien, en fait. Vous savez, s'il n'y a pas... Si l'auteur des crimes ne reconnaît pas qu'il a fait des crimes, s'il n'y a pas de demande de pardon, si elle ne reconnaît pas, la paix ne sera jamais définitive. Vous savez, ça me rappelle aussi les années 30. On veut toujours être optimiste, on veut toujours croire à la chance de la paix, on veut toujours sauver la paix, mais finalement, ce qu'on risque, d'avoir, comme disait Churchill, à la fois la guerre et le déshonneur. Donc je pense qu'aujourd'hui... Madame l'ambassadrice, compte tenu de la situation internationale, de la guerre en Ukraine,
de la complicité de la Russie qui a fermé les yeux, du silence des Européens ou des Américains. Je vais vous poser une question très difficile pour vous. Est-ce que vous avez encore l'espoir que les Arméniens qui ont quitté, forcé leur territoire, est-ce que vous avez l'espoir qu'ils puissent y revenir un jour? Bien sûr, j'y crois. Et je pense que ça dépend, et ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile, ça dépend juste de la volonté de la communauté internationale de ne pas accepter cette situation, ce fait accompli. Si demain, il y a des mécanismes internationaux pour assurer la sécurité, s'il y a des casques bleus, je suis persuadée qu'une très grande majorité de ce peuple retournera. Encore une fois, c'est un peuple qui est attaché à sa terre ancestrale, qui vit depuis 3 millénaires. On ne quitte pas une maison, on ne quitte pas une terre facilement quand tout rappelle, quand les cimetières, les églises, les monastères. J'ai écouté l'un de ces réfugiés qui disait « Nous avons laissé derrière nous tout notre passé, on n'a plus rien ». Donc je pense que si aujourd'hui la communauté internationale donnait les gages de sécurité, cette épuration ethnique ne serait pas définitive. Et je pense que si j'ai une première attente de la communauté internationale, je pense que si le peuple arménien a la plus grande attente de la communauté internationale, c'est de ne pas laisser pour que cette épuration ethnique devienne définitive. Et vous attendez justement de la France qu'elle prenne le lead pour provoquer cette réaction de la communauté internationale. C'est ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Week-end Direct. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci, Ulysse. Et on suivra évidemment le déplacement mardi de la chef de la diplomatie française. Merci encore d'avoir été avec nous.